Bonsoir, bonsoir et merci d'être présents avec nous. Bienvenue à cette 9e édition déjà de la soirée d'information sur le cancer de la prostate. Je me présente, mon nom est Naomi Ukananou, je suis directrice au don majeur de l'Institut du cancer de Montréal. Je serai votre hôte aujourd'hui pour cette soirée. Alors, cet événement est un événement phare du groupe de soutien du cancer de la prostate du CHUM. Le groupe a pour mission d'apporter un soutien moral aux patients et à leur entourage, à leurs proches, entre autres en leur offrant un soutien téléphonique, mais aussi par des ateliers de discussion, d'information et bien plus encore. Ce soir, nous vous proposons donc une soirée d'information, un panel interactif avec vous sur le cancer de la prostate avec plusieurs thèmes. Le panel sera enregistré sur notre chaîne YouTube qui sera diffusée prochainement, très rapidement. Alors, laissez-moi vous donner un petit aperçu de comment la soirée va se dérouler. Elle va se dérouler en 2 étapes. La première étape, nous allons accueillir premièrement Dr Sad, puis ensuite Dr Amilou, pour nous parler de différents sujets qui sont reliés au cancer de la prostate. Malheureusement, ce soir, Dr Carole Lambert n'a pas pu être avec nous. En deuxième partie, je m'assoirai avec Dr Amilou et Dr Sad pour répondre à vos questions, mais aussi pour répondre à des questions de certaines personnes qui se sont inscrites et qui ont voulu poser des questions à l'inscription. Donc je ferai une altération avec ces questions-là et vos questions. Petit détail, les questions qui sont posées au panel, je vous inviterai à penser à des questions générales, à ne pas demander de diagnostic ce soir, mais à penser à des questions qui pourraient bénéficier à toute la salle et à toute l'audience. Alors voilà, sans plus attendre, je vous présente notre Dr Sad, notre docteur de la prostate favori à l'Institut de recherche de Montréal. Dr Sad est uro-oncologue au CHUM, directeur du département de chirurgie de la faculté de médecine de l'UDM, chef du service d'urologie et directeur de l'oncologie urologique au CHUM, directeur du laboratoire d'oncologie moléculaire et de la recherche clinique en cancer de la prostate au CRCHUM, évidemment membre de l'Institut du cancer de Montréal. Je vous laisse donc la parole, Dr Sad. Merci beaucoup, Naomi, et merci à tous qui se sont déplacés et ceux qui sont en virtuel. On va essayer de réviser ou résumer un sujet qui est assez vaste. On pourrait prendre toute la semaine et on pourrait ne pas répondre à toutes les questions, mais on va être assez général avec quelques thèmes peut-être d'espoir. Je pense que c'est un peu ça le mot-clé de la soirée, c'est de l'espoir. Ça a beaucoup évolué. Je suis plus vieux que j'ai l'air. Ça fait quand même plus que 30 ans que je fais ça et c'était vraiment décourageant il y a un peu plus que 30 ans de qu'est-ce qu'on pouvait offrir. Et maintenant, c'est vraiment très encourageant tous les avancements qu'on a pu faire grâce en grande partie à la recherche. Et on va toucher quelques points, mais on ne peut pas couvrir tout ce qu'on fait. On parlait, Dr Amilou et moi, qui co-dirigeons la recherche, qu'on a au-dessus de 25 protocoles de recherche actuellement et on a toujours des protocoles qui commencent. Alors, on a toujours espoir qu'à un moment donné, quelque chose va être utile pour des gens qui n'ont pas d'autres alternatives ou qui veulent faire plus que ce qui existe. Alors, je vais commencer par présenter M. François Legault, qui va parler un peu de sa situation et ce qu'il a choisi pour son cancer à lui. Alors, il faut éviter de généraliser qu'un traitement s'applique à tout le monde. Chaque patient est un être humain distinct, unique, et ce qu'on veut essayer de faire, c'est de personnaliser et de choisir l'option qui est le plus pertinent et le plus adapté aux besoins du patient et aussi à ses préférences. C'est vraiment un partage de décision quand on parle de cancer de la prostate. Alors, je vous présente M. Legault. Est-ce que ça, si je le fais commencer, il va
Moi, j'ai appris mon diagnostic du cancer de la prostate je pense, en juillet 2018. J'ai des frères plus vieux qui avaient eu des diagnostics de cancer de la prostate. Mon père aussi avait eu des problèmes de prostate. Alors, ça a sonné une cloche à mon médecin de famille. Je me suis retrouvé chez l'urologue. Alors, il y a eu une batterie de tests pour la PSA, les prises de sang, les biopsies, etc. Et c'est à la suite de ces différents tests-là que le docteur Perrotte m'a annoncé que j'avais le cancer de la prostate. De la façon que j'ai réagi lorsque j'ai appris que j'avais le cancer de la prostate, c'est bien évident là, que moi, je comprenais pas ce qui se passait. Ça se pouvait pas que ce soit moi, j'étais trop jeune. Je voyais plus d'avenir, je voyais plus comment je pouvais me sortir de cette situation-là. J'ai la chance d'avoir un ami qui travaille à la Société canadienne du cancer. Alors, j'ai pu communiquer avec lui pour poser un certain nombre de questions. Ça m'a sécurisé, ça m'a fait du bien de pouvoir en discuter. À la suite du diagnostic, mon médecin m'a suggéré deux traitements. Il y avait la curithérapie et il y avait l'ablation. Alors, j'avais choisi l'ablation de la prostate. J'avais des tests préopératoires à aller faire. Ils ont détecté un problème au cœur. Alors, il fallait régler le problème du cœur avant le problème de la prostate. Étant donné que j'ai un cancer qui est très lent, qui est très, très peu agressif, alors on a décidé d'attendre une année avant de faire l'ablation. Cependant, il est arrivé un événement mondial qui s'appelle la pandémie. Alors là, on a commencé la surveillance active. Régulièrement, il y a des prises de sang et des biopsies. Et aux 3 mois, je rencontre le docteur Perrotte et on regarde l'évolution, le PSA, etc. Bien, moi, aujourd'hui, je vais très bien. Je trouve que j'ai un très, très bon suivi de la part des médecins. Et moi, ça me sécurise beaucoup de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi, pour me surveiller activement, parce qu'étant donné que j'ai un cancer très lent, mais qu'on sait que chaque cancer a sa réalité et sa façon d'évoluer. Et j'assiste aussi beaucoup aux conférences là, sur l'évolution des recherches, etc. Ça aussi, ça me sécurise beaucoup, parce que je vois qu'il y a énormément d'évolution, puis rapidement au niveau du cancer de la prostate. Ce que je dirais à une personne qui vient d'apprendre qu'il a le cancer de la prostate, je l'écouterais en premier, parce que lorsqu'on a un diagnostic d'un cancer, que ce soit la prostate ou autre, on a vraiment l'impression que la vie est finie. Maintenant, les cancers, ce n'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de façons d'arriver à avoir une très, très belle qualité de vie et de vivre pleinement sa vie. Parfait. Alors, merci, M. Legault, pour le témoignage. Il est quelque part dans la salle. Je sais, je l'ai vu tantôt. Alors, M. Legault représente une partie des cancers de la prostate. Je suis certain que certains gens dans la salle aimeraient être dans la position de M. Legault. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a un diagnostic avec un cancer qui est petit, qui est latent. Mais dans la situation de M. Legault, la décision de suivre était probablement la meilleure décision, et ça continue à être la meilleure décision, mais ça peut changer. Alors, on va reviser très brièvement. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes au Canada, et c'est pas mal la même chose. Je reviens de l'Europe, et c'est la même chose dans l'Europe de l'Ouest, aux États-Unis et en Australie et plusieurs autres pays, où on a le luxe de pouvoir dépister et vérifier si quelqu'un a un cancer de la prostate ou pas. Après ça, au point de vue décès par cancer de la prostate, c'est encore le 3e cause de décès au Canada, presque identique au cancer colorectal. Alors, oui, il y a des cancers qui sont lents, qui vont pas donner de problème, qui peuvent être suivis, mais malheureusement, c'est encore un des tueurs les plus importants au Canada. Et vous voyez, ceux que vous voyez en chute libre, là, savez-vous c'est laquelle?
c'est le cancer du poumon. Alors, c'est en chute libre parce qu'on peut la prévenir. Arrêter de fumer. Si les gens arrêtaient de fumer, ils seraient en 10e place. Là, il est en première place, mais vous voyez qu'il est en chute libre parce que de plus en plus, on fume moins. Malheureusement, on ne peut pas faire ça en cancer de la prostate, de vous dire quoi faire pour ne pas l'avoir. Alors, on va parler un peu de qu'est-ce qui fait que les hommes développent le cancer de la prostate. Avant de rentrer là-dedans, je voulais vous dire que le cancer de la prostate n'est pas un seul diagnostic. Alors, je me suis fait demander tantôt à l'extérieur, c'est quoi la survie d'un cancer de la prostate? C'est impossible de répondre à cette question-là parce que ça dépend où on se trouve dans la trajectoire. Est-ce qu'on a un cancer comme M. Legault, qui est très latent, qui est très lent, qui peut probablement, très probablement, pas être la cause de décès de M. Legault? Je m'excuse, M. Legault, là, je ne veux pas vous stresser, là, mais il y a plus de chances que votre cœur va vous emporter que votre cancer de la prostate. Alors, ça dépend si c'est un cancer localisé ou, malheureusement, même ici au Canada, avec tous les moyens qu'on a, toutes les possibilités de dépister, on a encore 15 à 20 qui nous arrivent d'emblée avec des métastases. Ça veut dire que le cancer est déjà répandu. C'est sûr que le pronostic n'est pas le même. C'est sûr que les chances de guérison sont 0. Pas 10 0. Mais on a des traitements qui permettent de ralentir et de garder les gens en vie plusieurs années. Alors, le diagnostic d'un cancer de la prostate avec des métastases n'est pas comme un cancer du pancréas avec des métastases où la moyenne va vivre moins que 6 mois. Alors, on est vraiment en avance sur d'autres cancers, malgré le fait que des fois, on peut l'attraper tardivement. Mais c'est juste pour voir qu'il peut avoir une trajectoire. Et Dr. Amilou va cheminer avec vous à travers les différentes catégories de cancers plus avancés. Et moi, je vais m'attarder plus pour des cancers qui sont diagnostiqués plus tôt. Alors, qu'est-ce qui sont les facteurs de risque? Si vous voulez éviter de faire un cancer de la prostate, arrêtez de vieillir. Parce que l'âge est directement relié avec le risque de faire un cancer de la prostate. Alors, si vous trouvez moyen d'arrêter de vieillir, vous allez réduire vos chances de faire un cancer de la prostate. Malheureusement ou heureusement, les hommes vivent de plus en plus vieux. Dans les pays où l'espérance de vie est de 60 ans, le cancer de la prostate n'est pas un gros problème. Mais ici, quand l'espérance de vie est plus que 80 ans, mais le cancer de la prostate prend une ampleur de plus en plus et les gens sont en santé assez âgés. Alors, c'est un problème de société riche, avec une bonne espérance de vie qui fait en sorte qu'on a le temps de développer un cancer et le cancer a le temps de faire des ravages. L'histoire familiale est extrêmement importante. Je pense que tout le monde est au courant que si on a un cancer du sein et que notre sœur, notre mère a fait un cancer du sein, qu'on est à risque. C'est identique pour la prostate. Plus qu'il y a du cancer de la prostate dans la famille, plus qu'il y a de chances qu'on va faire un cancer de la prostate. Il y a un facteur héréditaire, génétique. Il y a même des gènes qui sont impliqués. Le Dr. Amilou va vous parler un peu de gènes sur lesquels on peut même agir, comme le BRCA qui existe pour le cancer du sein. On a la même chose. Mais l'histoire familiale est importante. Alors, si quelqu'un a dans la famille du cancer de la prostate et même du cancer du sein, de grâce, faites-vous vérifier ou encouragez vos connaissances de se faire vérifier. La race. Les gens de race noire sont plus à risque de cancer de la prostate. On essaye de comprendre pourquoi ils sont plus à risque. Et c'est mal étudié parce que, malheureusement, si on va en Afrique faire des études, l'espérance de vie est tellement faible que c'est difficile. Mais on a la certitude qu'ils sont à plus haut risque parce qu'on a fait des études avec la Martinique et la Guadeloupe, parce qu'il y a des gens de race noire, avec une espérance de vie de plus que 80 ans parce qu'ils ont le système de santé de France. Alors, c'est des grandes populations et on essaie encore de comprendre qu'est-ce qu'il y a qui fait que des gens de race noire ont plus de chances de faire un cancer de la prostate. Le diète, le poids santé, qui n'est pas la mienne, est probablement une bonne affaire. Alors,
si on n'est pas trop obèse, on réduit nos chances probablement de faire un cancer de la prostate. Et on est en train de faire des études sur la diète. Vous avez peut-être vu un peu, là, on ne vous permet pas, les souris, on les protège. Vous ne pouvez pas les voir de visu, là, ils sont plus protégés que les humains, là, parce qu'on a des comités qui les protègent, mais on fait des études à nourrir des différentes diètes et on pense qu'il y a peut-être des facteurs qui peuvent peut-être pas causer le cancer, mais faire en sorte qu'un cancer va peut-être s'accélérer dans sa croissance. La géographie joue un rôle parce qu'on sait que des gens en Asie ont moins de chances de faire un cancer de la prostate. Alors, est-ce que c'est vraiment la géographie, c'est les habitudes de vie? C'est probablement plus les habitudes de vie que la géographie, parce que maintenant, en Asie, c'est le cancer le plus en croissance. Leurs habitudes de vie deviennent de plus en plus américanisées. Les McDo et les Kentucky en Chine sont en explosion. Ils sont partout. Ils ont changé leurs habitudes de vie et le cancer de la prostate est en croissance. Et vous voyez qu'en rouge, orange, ça, c'est les places où il y a le plus de cancer de la prostate et où il y a le plus de cancer de la prostate qui cause la mortalité chez les hommes. Et après ça, en jaune et en vert, c'est là où il y en a beaucoup moins de cancer de la prostate. Et c'est surtout en Asie, en jaune, où il y a le plus faible risque. Mais si vous prenez quelqu'un qui habite en Asie et vous l'immigrez en Amérique du Nord, après 2 générations, c'est identique comme risque. Et je parlais d'un peu de géographie. On pense que peut-être le soleil joue quelque chose. Et quand vous regardez les statistiques de mortalité par cancer de la prostate, vous remarquerez que c'est surtout les pays nordiques qui ont le moins de soleil. On pense que le soleil, avec le vitamine D, peut-être a un effet protecteur. Alors, le Canada se trouve dans les top pays, mais vous voyez de l'autre côté, les pays avec beaucoup de soleil semblent avoir moins de cancer de la prostate. Peut-être aussi, il y a une diète qui est différente dans les pays où il y a plus de soleil, les diètes méditerranéennes et tout, mais c'est beaucoup de choses qui sont en recherche. Alors, je ne peux pas vous dire c'est quoi la meilleure place à vivre et la meilleure diète. Mais peut-on le prévenir? Parce que ça, on entend beaucoup. La prévention du cancer de la prostate et les traitements naturels du cancer de la prostate est une industrie de plus que 1 milliard de dollars par année. Les gens sont tous prêts à prendre des choses parce que le Journal de Montréal dit que ça protège contre le cancer de la prostate. De grâce, faites attention à tout ce qui se dit. Vitamine E, il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour la vitamine D comme protecteur de cancer de la prostate, tellement qu'en Amérique du Nord, on a fait une étude de 350 millions de dollars pour voir les valeurs de vitamine D et E pour protéger contre le cancer de la prostate. Et non seulement ça ne protégeait pas, ça a augmenté le risque. Alors, prenez pas des grosses quantités de vitamine E en se disant « ça va me protéger ». Même chose avec le sélénium. C'est peut-être un peu moins dramatique comme augmentation, mais ça augmente les chances de faire un diabète. Alors, le sélénium dans les noix brésiliens, c'est parfait. Vous ne pouvez pas vous intoxiquer aux noix brésiliens, mais vous pourrez vous acheter des grosses quantités de produits naturels, ça, il faut éviter. OK? Parce que vitamine D, pour l'instant, on ne voit pas d'effet néfaste et c'est même recommandé par la Société canadienne du cancer de prendre du vitamine D. Ça peut être un effet protecteur contre le cancer. Alors ça, c'est le seul vitamine que je peux vous dire pour l'instant. On n'a pas vu quoi que ce soit de négatif. Et ça peut être utile parce que beaucoup d'hommes et de femmes sont déficients en vitamine D à cause de notre manque de soleil. Alors, si vous en prenez, il n'y a absolument pas de problème et ça ne serait pas dangereux. Le soya, les tomates, le thé vert, on se pose des questions à quel point ils sont protecteurs. Parmi les 3, je dirais que les tomates, c'est probablement une bonne affaire. Ça goûte bon, il n'y a pas de danger. Et si vous les faites cuire, vous faites sortir les lycopènes. Et il y a eu une bonne étude qui a montré que si on prend des tomates cuites, il semblait avoir peut-être moins de cancer de la prostate. Mais même dans le New England, les plus grosses études chez Harvard, il faut faire attention. C'était dans la sauce des pizzas qu'ils ont réalisé
que ça pouvait être un protecteur. Alors, je ne vous encourage pas de manger plein de pizzas là, pour vous protéger. Alors, quoi faire avec tout ça? Quoi faire? Il n'y a pas de diète parfaite. OK? Mais réduire vos calories, vos carbohydrates, augmenter l'exercice, fruits et légumes, les noix, les grains, ne pas arrêter la viande complètement, mais en modération, et maintenir un poids santé. La diète idéale n'est pas connue, mais ça s'approche un peu à une diète méditerranéenne qui goûte bon et qui ne prend pas trop à risque d'augmenter vos chances. Je mets en gros exercice. On a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a un bénéfice, même en présence d'un cancer, de faire de l'exercice. Il y a eu plusieurs études sur l'effet, pas juste sur la qualité de vie, mais peut-être même un effet anticancéreux avec l'exercice. Et c'est ça qu'on travaille au labo, mais on a beaucoup d'études avec lesquelles on a collaboré en Australie et ailleurs, que quand on prend le sang de quelqu'un qui fait de l'exercice un peu intense et qu'on le met avec des cellules cancéreuses, les cellules arrêtent de proliférer. Alors vraiment, on produit des produits un peu anti-néoplasiques. Alors, c'est assez fascinant. Si on pouvait mettre ça en pilule, ça va être plus facile que de faire de l'exercice, mais pour l'instant, il faut faire de l'exercice. Alors, personne d'autre peut le faire pour vous. Mais en résumé, quand je parle aux patients, je leur dis, pensez à votre cœur. Ce qui est bon pour votre cœur risque d'être bon pour votre prostate. Et malgré le fait que le cancer de la prostate est très fréquent, la cause de mortalité numéro 1 demeure le cœur. Alors, il faut penser à préserver votre cœur et le reste va s'organiser. Alors, comment faire le diagnostic rapidement? Malheureusement, le doigt n'a pas perdu sa place. Okay? Il y a encore une utilité parce qu'on peut sentir des tumeurs que le PSA peut manquer. Alors, le PSA ou l'APS en français, antigène prostatique spécifique, c'est notre fameuse prise de sang qui a vraiment changé la donne. Dans le temps où on avait juste le toucher rectal, la moitié des patients qu'on diagnostiquait avaient déjà des métastases. Alors, quand on peut la palper facilement avec le doigt, c'est souvent des gros cancers. Et on guérissait la minorité des patients quand on n'avait pas le PSA. Mais le PSA a permis de détecter beaucoup plus les cancers précoces, mais le risque, c'est qu'il y a des cancers que peut-être on n'avait pas besoin de diagnostiquer. C'est ça le controverse. Maintenant, on a ajouté l'échographie prostatique pour voir la prostate et la résonance magnétique. C'est ça qui a changé un peu, c'est que maintenant, on va faire la résonance magnétique avant de faire la biopsie. Souvent, quand quelqu'un a un PSA qui est limite, et des fois, on va éviter même de faire une biopsie si la résonance est vraiment rassurante. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a réussi à convaincre le gouvernement d'accepter. Et après ça, on va faire une échographie et une biopsie. La biopsie est encore la seule façon de s'assurer qu'il y a ou pas un cancer de la prostate. Alors, on doit piquer dans la prostate, prendre des fragments de prostate et qu'on regarde au microscope pour savoir si oui ou non il y a un cancer, mais aussi pour savoir à quel point il est agressif. Et c'est là où l'histoire de M. Legault a toute sa pertinence, parce qu'on a des cancers qui sont très peu agressifs. Des cancers qu'on... Demandez à vos médecins, quand vous avez le diagnostic, c'est quoi mon score de glycine? Là, il va dire, wow, il connaît ça, il faut que je lui réponde. Alors, le score de glycine 6, c'est le plus faible catégorie. Okay? C'est le groupe 1. Et après ça, on a le score 7. Mais comme vous savez, le 7, ça peut être 3 plus 4 ou 4 plus 3. 3 plus 4 est moins agressif que 4 plus 3. La raison, c'est que le premier chiffre représente la majorité du cancer. Alors, s'il est majoritairement du grade 4 sur 5, ça serait un 4 plus 3. Et après ça, on a des 4 plus 4. Ça commence à être franchement agressif. Et un score 9 ou 10, ça, c'est ce qu'il y a de plus agressif. Et malheureusement, la majorité des 9 ou 10 ont des très hauts risques déjà d'avoir des métastases si on a diagnostiqué un grade 9, un score de 9 ou 10. Alors, c'est beau, on a le diagnostic, mais après ça, il faut savoir c'est quoi le stade. À quel point
il y a des chances que ça a commencé à sortir de la prostate et c'est là où le doigt et la résonance magnétique vont nous donner une idée à quel point il est gros comme cancer localement. Une fois qu'on a ces éléments-là, on peut dire, OK, vous êtes à bas risque. Probablement un peu comme M. Legault, un PSA qui n'est pas très haut, en bas de 10, un Gleason 6 et un stade qui est tout petit ou même pas palpable au toucher rectal. La recommandation mondiale actuellement, c'est sauf exception, on ne devrait même pas les traiter. Parce que c'est une évolution assez lente, que probablement ça va bien aller, avec un suivi, parce que ça peut changer. J'en ai fait opérer, j'en ai opéré récemment quelqu'un qui était en surveillance, mais que le cancer a progressé, mais là, on va les traiter. Mais tant qu'il reste dans cette catégorie-là, on peut observer. L'autre extrême, un PSA au-dessus de 20, ça c'est franchement inquiétant. Gleason 8 à 10, ou si la tumeur est extensive quand on la voit à la résonance ou à l'examen physique, eux autres, il faut absolument les traiter. Le risque de devenir métastatique est très élevé. Et intermédiaire, mais c'est là où c'est des cas par cas pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Alors, une fois qu'on a fait le stade, qu'on connaît le grade, mais là, il faut voir est-ce qu'il y a des métastases ou pas. Et c'est ça la scintigraphie osseuse qui nous permet de voir les os. Les taches noires que vous voyez, ça, c'est des métastases aux os. Alors, c'est ça qu'on va voir pour dire, parce que même à l'intérieur d'un stade qui n'a pas l'air très avancé, des fois, il peut y avoir des métastases dans les os. Et là, le traitement, il y a encore beaucoup d'espoir de vivre plusieurs années, mais on ne peut plus parler de guérison. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas guérir qu'on ne peut pas bien vivre plusieurs années. Je donne toujours l'exemple de l'HIV. Quand j'étais en formation, les patients avec le sida mouraient comme des mouches. Maintenant, c'est une maladie chronique où on meurt presque plus du sida, parce qu'on a trouvé moyen de rendre une maladie mortelle en maladie chronique. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec le cancer de la prostate. Alors, même à ce stade-là, on a des patients qui vivent 10, 15 ans malgré des métastases. On fait des scans aussi pour voir s'il y a des ganglions ou si le foie est attaqué ou autre. Et ce qu'il y a de plus nouveau, et ça, c'est pas chez tous les patients qu'on doit faire ça, mais pour certains cas qui, des fois, nous rend la vie un peu confus ou on n'est pas certain, c'est des tests qui s'appellent le PSMA. Alors là, c'est un test en médecine nucléaire où on met une protéine qui va chercher le cancer spécifiquement. Et là, ça nous permet de voir, des fois, confirmer qu'il y a des métastases ou pas. Et ça, c'est un test qu'on réserve dans des cas où on pense que ça pourrait changer ou nous aider à prendre la décision pour le patient, avec le patient. Comment on traite? Ça va dépendre du stade et du grade. Mais le cancer de la prostate n'est pas un cancer qui va emporter les gens, même dans les pires situations, dans quelques mois. C'est très, très, très rare qu'on perd le contrôle en question de mois ou même en question d'une couple d'années. Alors, il faut qu'on regarde l'âge, mais surtout l'espérance de vie pour voir. Alors, un petit cancer chez quelqu'un qui, à cause de l'âge ou les autres problèmes de santé, la personne ne vivra pas plus que 5 ou 10 ans, on va être moins agressif parce qu'il ne faut pas que le traitement soit pire que la maladie. Tandis que quelqu'un qui a une bonne espérance de vie, des fois, on va être très agressif pour essayer de le guérir. Et alors, si elle est localisée, la surveillance active, comme M. Legault, la chirurgie, et pour l'instant, quand on fait une chirurgie, c'est d'enlever toute la prostate. On ne peut pas enlever juste une partie, ou la radiothérapie, plus ou moins des hormones, et je parlerai d'un mot sur la radiothérapie. Et quand le cancer récidive, mais c'est là où on va introduire l'hormonothérapie ou d'autres traitements additionnels que Dr. Amilou va vous discuter tantôt. Alors ça, c'est les catégories. Okay. Alors là, 2 mots sur l'opération, parce que je pense que personne ne va aller demain matin faire l'opération, alors je ne vais pas éterniser sur l'opération, mais il y a cet engouement pour le robot ou la chirurgie conventionnelle où on fait une coupure. Les deux font la même opération. Le robot n'opère pas.
C'est beau, ça coûte 5 millions, mais il n'est pas intelligent pour 2 sous. Ça prend un chirurgien qui est assisté par le robot. Alors, si le chirurgien n'est pas habitué, c'est un désastre. Ça ne va pas l'aider, ça ne va pas lui empêcher de faire des erreurs. Ça va être un désastre. Et c'est déjà vu des catastrophes parce que des gens pensaient, même les chirurgiens pensaient que ça pouvait les aider. Alors, c'est ça un peu le setup de quelqu'un qui est en train d'être opéré par robot. Vous voyez en vert, le patient, celui qui est assis aux consoles, il est en train d'opérer. Le patient est à l'autre bout de la salle. Il pourrait être à New York, ce serait la même chose. Mais c'est mieux d'être pas loin, parce que si ça ne va pas bien, c'est mieux d'être là et pas à la maison en train de prendre un café, parce que ça peut ne pas bien aller à un moment donné. Mais c'est juste pour dire que le robot est complètement séparé du console sur lequel on opère en 3 dimensions, avec une vision, et avec des appareils qui ont plus de flexibilité, qui ressemblent plus à la main. C'est pour ça que ça a beaucoup aidé la chirurgie. Alors, en gros, les incisions sont différentes. Il y a 5 petites ou 4 petites incisions pour le robot, et il y en a une qui est tout droit au milieu pour la chirurgie ouverte. Au bout de la ligne, l'objectif demeure le même, c'est d'enlever toute la prostate. Alors, les complications sont les mêmes. L'avantage principal du robot, quand le patient est candidat, c'est qu'il peut partir à la maison souvent une journée ou 2 plus vite que quand on fait une coupure, et il peut reprendre ses activités une couple de semaines plus rapidement que quelqu'un qui est opéré de façon conventionnelle. Mais les effets secondaires, comme j'ai dit, demeurent le même. Le plus gros impact d'avoir la prostate enlevée, c'est qu'il n'y a plus d'éjaculation. Le sperme, le liquide que vous voyez, vient à peu près tout de la prostate. Mais le libido et l'orgasme est préservé si on a fait juste enlever la prostate. On me demandait tantôt à quoi ça sert. Ça ne sert pas à grand-chose, la prostate. Tant qu'on ne veut plus d'enfants, ce n'est pas très utile, mais ça accompagne le sperme pour avoir une fertilité. Mais les autres conséquences ne sont pas mineures. C'est pour ça qu'on choisit qui va pouvoir subir l'opération sans trop de complications, parce que l'incontinence est un risque avec la chirurgie, étant donné qu'on enlève la prostate et ce n'est pas loin du sphincter. Les sténoses, ça veut dire des cicatrices qui empêchent d'uriner ou qu'il faut qu'on réopère des petites chirurgies. Et la dysfonction érectile, c'est la complication la plus fréquente. Dépendant de l'âge, la technique, ça va varier entre 50 et 100 de dysfonction érectile. Mais il y a des médicaments qui peuvent aider pour la dysfonction érectile. Je tourne maintenant parce que, heureusement, il y a la chirurgie, mais il y a aussi une alternative qui s'appelle la radiothérapie. Et de vous dire, même si je suis chirurgien, qu'un est meilleur que l'autre de façon certaine, ce serait vous mentir. Les deux ont des excellents résultats, alors on essaye d'aider le patient à faire le choix qu'il pense est le plus approprié pour lui, et souvent ça implique la famille, le conjoint ou la conjointe. Alors la radiothérapie vise, maintenant la radiothérapie s'est beaucoup améliorée, alors les complications ont diminué beaucoup, comme avec la chirurgie, parce qu'on peut mieux viser la prostate avec toutes sortes de scanners et de résonance magnétique pour essayer de faire le plus possible de dommages à la prostate et éviter trop de dommages à l'extérieur. Et ça donne des très bons résultats avec la radiothérapie externe. Alors, il n'y a aucun traitement que le patient sent, il vient, il passe. Et là, c'est changé. Avant, c'était toujours 35 traitements. Maintenant, dépendant de l'agressivité du cancer, des fois, ça peut être en 20 traitements. Des fois même, ça peut être en 5 traitements avec des plus grosses fractions chaque fois. L'autre façon qu'on peut traiter, c'est avec des implants radioactifs dans la prostate, où on ajoute de la radiothérapie interne en plus de ce qu'on donne externe ou à la place de ce qu'on donne externe. Alors, ça dépend vraiment de chaque cas, mais dites-vous que les centres qui font de la radiothérapie, il n'y en a pas des tonnes, mais ils ont tous une excellente expérience quand ils sont capables de l'offrir. Alors, ce n'est pas chaque coin de rue que vous allez avoir ces machines qui coûtent une fortune et vous allez avoir des gens qui sont expérimentés. Alors, faites confiance dans le centre que vous faites traiter. La qualité au Québec est extraordinaire comme moyenne. Et finalement,
il y a de la curithérapie. Et c'est là qu'on peut mettre des petits grains de riz qui sont tous radioactifs à l'intérieur de la prostate. Et vous voyez la photo à droite. Ça, c'est à la fin du traitement. Vous avez plein de grains de radiothérapie, mais ça se limite à des cancers qui sont relativement petits. Ces grains envoient très peu de radiothérapie. Alors, si le cancer est agressif, il ne va pas guérir le patient. Alors, c'est des patients qui ont des cancers peu agressifs qu'on va offrir ce traitement-là, qui se fait en hospitalisation d'un jour avec une anesthésie, et ça prend à peu près 1 heure pour faire l'opération d'implanter ces grains-là. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à la radiothérapie? Ça serait beau de dire, mais ça n'existe pas un traitement sans risque. Alors, la radiothérapie, au lieu de causer des dommages comme l'incontinence urinaire, qui est assez rare, c'est plutôt les brûlures que ça peut laisser au niveau de la vessie et au niveau du rectum. Alors, des rectites et des cystites radiques. Souvent, ça peut être assez intense au début et ça s'estompe tranquillement avec le temps, mais des fois, on reste avec des séquelles à long terme, des saignements dans les urines ou dans les selles. Mais heureusement, avec les nouveaux appareils, ces complications sont plus rares qu'avant, mais ça existe. Alors, c'est le prix à payer pour éviter une opération, mais dans la balance, surtout un patient qui est moins jeune, moins en forme, c'est plus facile à tolérer la radiothérapie. La dysfonction érectile arrive aussi avec la radiothérapie, un peu moins qu'avec la chirurgie, mais elle arrive parce qu'au lieu de leur couper les nerfs, ils sont brûlés. Globalement, dépendant de chaque cas, il y a des patients qui disent « Moi, je veux avoir toujours le maximum ». Alors souvent, on va aller avec l'opération parce qu'on peut faire de la radiothérapie après l'opération, mais l'inverse, on ne peut pas faire. Si on fait de la radiothérapie en premier, on peut difficilement opérer après. Alors, c'est pour ça que la décision doit se prendre au début et voir qu'est-ce qui est le plus approprié en termes de risque et nécessité d'être plus agressif ou moins. Alors, quand on traite quelqu'un pour la prostate, souvent, il nous demande « Mais pourquoi vous faites des PSA? J'ai plus de prostate. » Et c'est vrai, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce n'est pas juste la prostate qui produit du PSA. C'est n'importe quelle cellule qui a originé de la prostate. Alors, une fois qu'on enlève la prostate, le PSA devrait être à 0. Et si le PSA monte, ça veut dire qu'il y a des cellules quelque part qui produisent du PSA. Alors, le PSA devient extrêmement fiable pour nous dire « il n'y a pas de problème » ou nous dire « il y a une rechute de la maladie ». Mais ce n'est pas chaque rechute de PSA ou de récidive qui est catastrophique. Il y a des récidives qu'on ne traite même pas. Si le PSA monte et ça monte très lentement, on peut faire la même chose de la surveillance active et voir aller les choses et ne pas imposer un traitement qui peut avoir des risques. Mais si le PSA monte plus rapidement, mais là, on s'inquiète que ça pourrait se répandre et là, on va être plus agressif pour traiter. Généralement, si on était opéré et que le PSA monte, on va faire de la radiothérapie pour un deuxième coup d'attaque pour essayer de tuer les cellules. Si les gens ont eu de la radiothérapie et que le PSA monte, souvent, ça va être des hormones qu'on va faire si on pense qu'il y a des risques que le cancer va donner des problèmes. C'est sûr que quand le PSA monte, il peut avoir des métastases. Alors, on va vérifier pour être sûr que le cancer ne s'est pas répandu, parce que c'est sûr que si ça s'est répandu, c'est le Dr Amilou qui va vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais on regarde aussi combien de temps après le traitement, le PSA a monté, la vitesse qui monte, le type de traitement. Et si vous parlez à vos médecins, il va souvent vous parler ou elle va vous parler de temps de dédoublement. On regarde la vitesse que le PSA monte. Et ça, c'est le facteur le plus important pour prédire comment ça va aller et si on peut se permettre de juste faire un suivi et de ne pas trop s'inquiéter avec cette récidive-là. Alors, le message clé, c'est que ce n'est pas chaque récidive qui est une catastrophe, absolument pas. Et ce n'est pas tous les récidives qui ont besoin d'être traités de façon agressive. Le rôle de la radiothérapie en présence de métastases, historiquement, on disait on ne traite pas avec de la radiothérapie s'il y a des métastases.
Mais maintenant, on réalise que si les métastases ne sont pas trop nombreuses, des fois, on peut traiter la prostate pour essayer de stériliser l'origine du cancer. Mais le plus important va être ce que Dr. Amilou va vous parler, c'est le traitement qu'on va faire pour contrôler non seulement la prostate, mais les métastases. Et des fois, on va utiliser de la radiothérapie pour pallier à la douleur. Parce que les métastases aux os, surtout, peuvent faire mal. Alors, la radiothérapie est extrêmement efficace s'il y a un endroit en particulier de l'envoyer. Ça ne va pas le guérir, mais ça peut amener à un soulagement important de la douleur parce qu'il y a la longévité, mais il y a aussi la qualité de vie quand on passe beaucoup de temps à s'attarder parce que c'est toujours une combinaison des deux qu'on veut atteindre. Alors, je vais arrêter là. Je vais laisser Dr. Amilou parler de traitement de cancer plus avancé qui est parfois nécessaire. Alors, c'est important de... Merci, Dr. Saad, pour cette présentation très informative. Maintenant, Dr. Zineb Amilou. Dr. Zineb Amilou est hémato-oncologue au CHUM, professeure adjointe au département de médecine de l'Université de Montréal et membre du centre de recherche du CHUM. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de vous être déplacés. Ça fait une longue journée, une longue soirée pour vous, mais ça nous fait vraiment plaisir de reconnaître des visages qu'on voit dans la clinique au 14e. Alors, donc, moi, je suis oncologue. Je traite le cancer de la prostate quand il est métastatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il est sorti de la prostate. Et généralement, le cancer de la prostate, lorsqu'il sort de la prostate, il part dans les ganglions, il part dans les os. C'est vraiment les deux places les plus fréquentes. Maintenant, il peut aller aussi dans d'autres organes. Et grâce au scanner qu'on fait régulièrement, ça nous permet de surveiller vraiment l'évolution des métastases du cancer. Et l'hormonothérapie. Alors, je suis sûre qu'il y en a pas mal dans l'audience qui connaissent l'hormonothérapie. C'est notre traitement mal aimé, je pense, du cancer de la prostate. Mais c'est la base de tous les traitements, en fait. C'est sur l'hormonothérapie que vont s'asseoir tous les autres traitements qu'on va se rajouter. On appelle, en fait, c'est la pierre angulaire du traitement. Puis, c'est quoi l'hormonothérapie? Alors, en fait, le cancer de prostate, il se nourrit de testostérone, que vous voyez. La testostérone, c'est notre hormone mâle. C'est l'hormone mâle la plus prédominante qu'il y a et qui est sécrétée en grande partie par les testicules, puis un petit peu aussi par des glandes surrénales qu'on a au-dessus de nos reins. Donc, une fois que le cancer de prostate est revenu, on va vouloir venir lui couper sa nourriture première, puis on fait ça avec des injections. Il y en a plusieurs sortes, plusieurs doses, plusieurs compagnies. Souvent, les gens vont nous dire « Pourquoi vous me le donnez aux 3 mois? Pourquoi pas aux 4 mois ou aux 6 mois ?» Toutes les doses sont approuvées, tous les médicaments sont approuvés et l'effet est le même. Donc, on va vraiment vouloir baisser la testostérone. Et on fait ça, en fait, en envoyant un petit signal au cerveau, tout part du cerveau, et on va diminuer la testostérone. Alors, donc, Dr. Saad a présenté cette image tout à l'heure, donc c'est une trajectoire, effectivement. Puis, on a la chance, on a le luxe, comme il a dit mon collègue, dans notre réalité où la majorité des cancers vont être diagnostiqués à un stade localisé. On va pouvoir traiter le cancer de toutes les différentes façons que Dr. Saad a expliquées. Mais encore là, malheureusement, on a certains patients qui, de base, ils vont se présenter avec un cancer qu'on appelle d'emblée métastatique. Donc, ils vont se présenter avec tout de suite un cancer qui est sorti dans les ganglions ou dans les os. Ou alors les autres, ils vont avoir été traités pour leur cancer localisé et malheureusement, malgré la chirurgie, malgré la radiothérapie, malgré tous les bons soins qu'ils vont avoir eus, il y a un petit pourcentage où le cancer va persister. Il y avait des toutes petites cellules microscopiques qui étaient dans le corps, qu'on n'a pas pu traiter par la chirurgie, par la radiothérapie, et qui, petit à petit, vont aller se déposer dans les différents organes. Donc, c'est les deux façons par lesquelles un cancer de la prostate métastatique peut se déclarer. Et le traitement, il va être de plus en plus personnalisé. J'espère que moi aussi, j'ai l'air plus vieille que je le suis, mais quand, à la fin de ma formation, on n'en avait pas beaucoup des cancers de prostate pour ceux qui d'emblée se présentent avec des métastases. On leur donnait l'hormonothérapie, puis on attendait. On attendait que l'hormonothérapie ne fonctionne pas, et là, on rajoutait notre chimiothérapie. Et encore là, c'est tout ce qu'on avait. Alors là, vraiment, de plus en plus tôt, on va aller donner l'hormonothérapie,
de la chimio, des fois rajouter aussi des thérapies par la bouche. Donc on est de plus en plus agressif, de plus en plus tôt pour permettre à nos patients vraiment de vivre le plus longtemps avec cette maladie-là. Le cancer métastatique résistant à la castration. Donc ça, c'est la fin de la trajectoire à laquelle on peut arriver des fois malheureusement. C'est le cancer, comme il a dit Dr Saad, qu'on ne peut pas guérir, mais qu'on peut contrôler grâce à nos différents traitements. Puis, pour vous laisser du temps pour les questions, je vais y aller à la prochaine diapositive. Donc ça vient vous montrer l'autre trajectoire, à travers le temps, comment les choses ont évolué. Donc je le disais, en 2004, on va y aller un traitement à la fois, on avait seulement le docétaxel. Ça, c'est notre chimiothérapie standard qu'on donne en cancer de la prostate. On la donne à différents moments, que le cancer soit métastatique au début ou plus tard. C'est une chimiothérapie, honnêtement, qui va assez bien. Malheureusement, elle vient avec des effets secondaires. Alors, moi, je suis oncologue. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est donner de la chimiothérapie et bien sûr d'accompagner les patients à travers cette maladie-là. Mais ce n'est pas une chimiothérapie qui nous inquiète, nous les oncologues. Des fois, je dis aux patients, il y a des chimios qui nous font peur, des chimios qui ne nous font pas peur. Celle-là, elle ne nous fait pas très peur. On est capable vraiment de la donner, puis on sait comment la donner, comment jouer avec pour que ça se passe au mieux possible. Après ça, il y a le cabazitaxel. Ça, c'est une autre chimiothérapie aussi qui est là. C'est notre deuxième chimiothérapie. Quand on a un échec à la première, on passe à la deuxième. Et des fois, on joue un petit peu avec tout ça. Quand la deuxième ne marche pas, puis que la première, ça fait longtemps que le cancer, il l'a pas vu, on se dit peut-être qu'il l'a oublié. Ça va nous arriver de la redonner après ça. En haut, en bleu, ça, c'est vraiment les médicaments qui ont changé le cancer de la prostate. Ça, vous voyez, on est en 2012, 2013, 2014. Ça ne fait pas très longtemps. Et ça, c'est des traitements par la bouche. C'est des nouvelles hormonothérapies parce qu'on s'est rendu compte que le cancer, il était plus intelligent qu'on pensait. Nous, on vient lui couper la testostérone qui circule dans le corps, mais en fait, lui, il se dit, moi, je vais la fabriquer tout seul, ma testostérone. Ou, même si tu ne m'en donnes pas beaucoup, le petit peu que tu me donnes, je vais être capable quand même de pousser avec ça. Fait que ça, c'est vraiment des médicaments qui sont venus travailler encore plus fort pour venir vraiment encore plus empêcher le cancer de pousser avec la testostérone. Et le tout dernier, le petit verre l'olaparib, ça, c'est vraiment un de nos tout derniers médicaments. C'est celui qui est associé au cancer de prostate, associé aux fameux gènes BRCA1 ou BRCA2, qui sont associés aussi au cancer du sein, au cancer des ovaires, au cancer héréditaire. Mais attention, des fois, ce n'est pas toujours héréditaire. Des fois, c'est vraiment le cancer lui-même qui a eu une petite mutation. Il a tellement changé, il apprend différentes façons pour pousser. Il va lui-même avoir cette mutation BRCA sans qu'elle soit passée par le papa ou par la maman. Et dans les deux cas, c'est un traitement qui peut être efficace pour contrôler le cancer. Les autres traitements, je vais en parler aussi un petit peu après, juste pour avancer. La chimiothérapie. Alors, Dr Saad a parlé de métastases osseuses. Puis je vous ai dit moi aussi que le cancer de la prostate aime bien aller dans les os. 80% des hommes, c'est dans les os où le cancer va aller se jeter. Et ces métastases osseuses-là, elles ne vont pas juste rester là. Des fois, elles peuvent être cause de complications. Alors, la douleur, nos patients, malheureusement, vont avoir de la douleur à travers la maladie, à travers cette trajectoire, à travers la vie qu'ils vont avoir avec le cancer, parce que j'insiste, on vit avec le cancer, puis notre but, c'est vraiment de rendre la qualité de vie, puis de rendre la vie la meilleure possible avec nos traitements. Mais donc, la douleur peut être à cause des métastases. Des fois, il peut y avoir des fractures aussi, parce que ces métastases-là, elles vont venir gruger l'os, elles vont fragiliser l'os, puis elles vont faire qu'il peut casser. Notre but, c'est de mettre des traitements pour venir prévenir, diminuer le risque de fracture. On ne prévient pas à 100%, mais nos traitements sont quand même plus efficaces qu'ils l'étaient pour le faire. Des fois, la métastase est tellement grande, elle prend tellement de place à cause de la douleur que là, on va faire appel à nos amis radio-oncologues. Puis là, c'est là que, comme Dr Saad il a dit, on peut faire un traitement de radiation pour venir diminuer l'inflammation au niveau de la métastase osseuse. Sur la dernière image, ça, c'est une des complications qu'on n'aime pas pour nos patients. C'est ce que vous voyez, la compression médulaire et la paralysie. Donc, malheureusement, des fois, la métastase va venir se loger au niveau de la colonne vertébrale. Elle va pousser, elle va prendre de la place, puis elle va venir écraser, en fait, les nerfs au niveau de la colonne vertébrale. Alors là, quand on sait qu'un patient qui a une métastase à ce niveau-là, qui nous inquiète, on va toujours leur donner des recommandations, des conseils. Si vous avez des faiblesses, si vous avez des engourdissements dans les orteils, si vous avez de la difficulté à uriner, aller à la selle, ça peut être des symptômes qu'il faut prendre au sérieux.
Alors bien sûr, ces symptômes-là peuvent être secondaires à d'autres choses. Donc c'est vraiment de prendre A plus B puis de dire c'est ça. C'est pas forcément parce qu'on a des engourdissements aux orteils qu'on va avoir une compression médulaire et une paralysie. Et ça, c'est des fois, on a des gens qui se présentent d'emblée comme ça. Le cancer de la prostate, ils arrivent à l'urgence puis ils se présentent avec une compression médulaire. Ou ça peut être une complication, mais je vous dirais que ça reste quand même une complication qui est rare. La majorité des gens ne vont pas se présenter avec une complication comme ça. Et quand ça arrive, bien sûr, on peut faire quelque chose, la radiothérapie, des fois même la chirurgie pour aller enlever justement cette pression sur la moelle épinière. Alors justement, on parlait de métastases osseuses, puis ce que Dr Sad, ce que je vous montre en bas. Oui, Dr Sad d'ailleurs. Dr Sad, c'est l'acide zoledronique. C'est un des premiers à avoir démontré l'importance de ce médicament-là. Donc ça, c'est un médicament qui est un cousin des médicaments qu'on donne pour l'ostéoporose, en fait. Mais on le donne à une dose un petit peu plus forte, puis plus régulièrement. Puis c'est venu nous démontrer qu'on peut réduire la fréquence des métastases, qu'on peut réduire aussi la fréquence des fractures, en fait, surtout secondaires. Donc les complications reliées aux métastases. Juste à côté, le denosumab, ça c'est un autre médicament encore là, pareil, qui vient réduire la fréquence des complications reliées aux métastases. Et vous voyez, 2004, 2010, ça fait quand même quelques années que ça existe, mais encore là, il y avait un grand congrès européen juste la semaine dernière en oncologie, puis encore, il y a des études maintenant contemporaines qui viennent nous démontrer à quel point ces médicaments sont efficaces. Il faut encore des comparaisons avec des patients qui n'ont pas ces médicaments, des patients qui en ont, puis on voit à quel point on diminue le risque de la fracture. Puis c'est toujours un rappel pour nous aussi, les médecins. On travaille avec nos infirmières aussi qui sont toujours à l'affût, qui viennent nous dire est-ce que ce patient-là, il a ce médicament ou pas. Donc c'est vraiment un travail multidisciplinaire. Le radium de 2,3 au bout, ça c'est un autre type de traitement qui est donné en médecine nucléaire. Alors ça, c'est comme une petite tête chercheuse, c'est en médecine nucléaire. C'est un médicament, en fait, qui va venir prendre la place du calcium dans les métastases dans les os, puis qui va venir traiter les métastases dans les os. C'est un médicament qui existe encore là depuis une dizaine d'années, comme vous voyez, qui a aussi démontré ses preuves pour diminuer la douleur chez les patients. Donc, ce n'est pas juste qu'on va diminuer les métastases, mais aussi on améliore la qualité de vie avec ces traitements. Ça, c'est très important en oncologie. De plus en plus, dans les études, on regarde l'efficacité par des chiffres, on regarde l'efficacité par des images, mais peut-être qu'on a des patients qui sont avec nous dans des essais cliniques, on vous fait souvent remplir des petits questionnaires sur des tablettes qui, des fois, ne fonctionnent pas toujours de manière optimale. Alors ça, c'est des questionnaires de qualité de vie. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut, oui, ralentir la maladie, faire vivre les gens plus longtemps, mais on veut aussi préserver leur qualité de vie. On ne veut pas leur donner un traitement qui va les garder cloués au lit pour tout le reste des années qu'ils ont à vivre. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que les patients ils aient une vie à travers cette maladie-là. Donc, on revient un petit peu plus loin dans la trajectoire, puis ça, c'est juste pour vous dire qu'au tout début, j'ai parlé de 2004, de 2014, en fait, la chimiothérapie, tous ces médicaments-là qu'on a encerclés, qu'ils soient ceux qui étaient en jaune, ceux qui étaient en bleu, on les donnait vraiment pour la forme la plus agressive du cancer, le cancer métastatique résistant à la castration. Quand l'hormonothérapie ne fonctionne pas, quand le cancer, malgré le fait qu'on lui enlève la testostérone, il est encore capable de pousser. Et là, de plus en plus, ces traitements, on s'est dit, ils ont été efficaces, ils nous ont démontré quand même des bons résultats, pourquoi qu'on ne les donne pas plus tôt? Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en les donnant plus tôt, on augmente la survie des patients. Donc, par exemple, ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle le cancer non métastatique résistant à la castration. Donc ça, c'est un cancer pour lequel l'hormonothérapie n'est plus assez. Comment est-ce qu'on diagnostique ça? On a parlé de PSA, on a parlé de testostérone. C'est des patients qui vont venir chez nous en clinique. La testostérone, elle est basse, donc on se dit c'est bon, mes injections fonctionnent bien, mais le PSA, il monte encore. Pourquoi il monte? Là, on dit, ça veut dire que le cancer il est devenu résistant à l'hormonothérapie ou résistant à la castration. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas utiliser, qu'on n'aime pas attendre. On se dit toujours que ça va changer puis qu'ils vont trouver un équivalent, mais n'empêche, c'est encore un mot qui est là. On va faire des scanners, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de métastases. On ne les voit pas, on ne voit rien du tout, mais le PSA il continue de monter. Et donc là, dépendamment de la vitesse à laquelle le PSA il monte, on peut donc tout de suite commencer des pilules et on a prouvé qu'on fait vivre les gens plus longtemps en faisant ça. Et ça, c'est la recherche, les essais cliniques qui nous ont démontré tout ça.
Le cancer métastatique hormonosensible, donc ça, c'est les gens qui, malheureusement, dès le départ, ils arrivent avec des métastases. Et là encore, c'est vraiment un spectre de la maladie. Des fois, c'est quelques métastases, des fois, c'est plusieurs, des fois, c'est seulement dans les ganglions, dans les os, dans d'autres organes. Donc, tous les gens qui traitent du cancer de la prostate, on dit qu'il n'y en a pas un seul cancer de la prostate, il y en a plusieurs. Comme il a dit Dr Saad, on est des humains différents, des individus différents, des histoires différentes. Les patients vont nous dire « Oh, mais peut-être mon ami » ou j'ai entendu, ou dans la salle d'attente, j'ai parlé à quelqu'un. On a des cliniques où on voit plusieurs patients, puis je peux vous assurer que chaque histoire est unique. Donc, on va vraiment personnaliser le traitement dépendamment du nombre de métastases, où est-ce que les métastases se trouvent, le chiffre de PSA, le fameux glycine dont a parlé Dr Saad. Donc, c'est vraiment de tout mettre, toutes les pièces du puzzle ensemble pour prendre la décision puis de choisir le meilleur traitement pour le patient. Et cette forme-là, qui est une forme qu'on n'aime pas, bien sûr, on n'est pas content d'avoir des patients qui viennent tout de suite avec des métastases, eh bien, c'est la forme pour laquelle il y a eu le plus de recherches dans les dernières années. Comme je vous ai dit, quand j'ai terminé ma formation il y a quelques années, c'est vraiment là où est-ce que ça a parti le bal à tout plein d'essais cliniques et tout plein de recherches. Puis on est vraiment devenus des bébés gâtés, là, des enfants gâtés en oncologie. C'est rendu qu'on part à chaque congrès, puis on veut absolument qu'il y ait une étude qui vienne nous changer la manière qu'on travaille. Puis on a été chanceux. La prostate a été pas mal la vedette, je vous dirais, des congrès médicaux en oncologie dans les dernières années. D'année en année, la façon de traiter change, puis on a des nouveaux médicaments qui sont là, ou des façons différentes de travailler avec les médicaments qu'on a. Alors, ça, vous voyez, c'est le genre de courbe qu'on voit. Ça, c'est quand les études sortent. C'est, pour vous expliquer un petit peu, donc en bas, on a le temps et on suit les patients à travers le temps avec leur PSA, avec leur scanner, avec leurs résultats. Puis, on va toujours comparer deux traitements. Alors, en oncologie, c'est vraiment une des spécialités médicales, puis peut-être la spécialité médicale pour laquelle il y a plus de recherche. Dr Saad a dit tout à l'heure que la maladie cardiovasculaire reste la cause numéro 1 de décès. Je peux vous dire en fait qu'il y a 10% de l'argent alloué en maladie cardiovasculaire par rapport à ce qui est en cancer en général. Pas le cancer de la prostate, mais en cancer en général. C'est vraiment un domaine qui est en grande explosion scientifique, puis il y a beaucoup de développements qui viennent avec ça. Donc, tout est vraiment toujours fait selon la science. Pourquoi on choisit un traitement? Parce qu'il a montré ses preuves. Puis ça, vous voyez, c'est des médicaments que peut-être vous reconnaissez. On a la chimiothérapie en haut. On a 3 autres médicaments qu'on prend par la bouche, des comprimés que les patients prennent chez eux à la maison tous les jours. Puis ce qu'on aime voir, c'est quand on a ces 2 courbes-là qui s'éloignent de plus en plus. Alors, plus la courbe, elle monte vers le haut, plus on est content. Puis on sait que nos patients vivent plus longtemps avec le traitement. Alors ça, justement, ce sont des traitements qui, dans cette situation-là, ont démontré qu'ils amélioraient la survie d'environ 35%. Alors, j'ai parlé de plusieurs traitements. Je vous ai dit qu'on a appris, qu'on a eu des nouveaux médicaments, mais qu'on a appris des nouvelles façons de travailler avec les médicaments. Et en fait, oui, c'est avec les combinaisons. Donc, si je peux donner, par exemple, la situation du cancer qui se déclare d'emblée avec des métastases. Donc, avant, on donnait l'hormonothérapie. Ensuite, on a donné l'hormonothérapie et la chimiothérapie. Et maintenant, on a des patients qu'on traite par triplé, qu'on appelle. Donc, on donne et de l'hormonothérapie, et de la chimiothérapie, et des pilules. Et tout ça, bien sûr, ça a été basé sur la science. Puis, tout ça nous a démontré que les gens vivent plus longtemps. Donc, on a vraiment différentes combinaisons qu'on peut utiliser. Mais des fois, seulement utiliser un médicament est suffisant. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce choix-là? Toujours basé sur la science et sur les essais cliniques, d'où l'importance vraiment des essais cliniques pour le futur de nos patients, en fait. Alors ici, vous voyez toutes les études, justement, qui sont sorties. Puis ça, c'est seulement depuis une dizaine d'années. Donc, comme je le disais, le cancer métastatique hormonosensible, les patients qui viennent d'emblée avec des métastases, vous voyez, c'est vraiment cette forme-là pour laquelle il y a eu le plus d'avancées. Alors, bien sûr, ils essaient toujours de trouver des petits noms catchy là, des études, mais il y a des exemples qui sont mis ici. En bas, quand le cancer est non métastatique, mais que l'hormonothérapie ne fonctionne pas, ça, c'est 3 autres études, par exemple, qui ont démontré que les traitements par la bouche
été bon pour augmenter la survie des patients. Et puis plus tard aussi, quand le cancer est résistant à la castration avec des métastases, ben là encore là, on a différents essais cliniques qui sont venus nous aider à mieux traiter nos patients. Alors du nouveau, il y en a, on en veut, je suis sûre que vous en voulez, qu'on en voudra, toujours. Et je vais laisser donc pour le mot de la fin peut-être Dr Saad compléter, mais il faudrait que ou je peux avancer pour toi si tu veux. Alors, j'ai rien dit, moi. Alors, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a parlé de moyens de visualiser le cancer avec le TEP scan ou en médecine nucléaire. Alors ça nous permet de visualiser. Si tu peux aller au prochain. Alors, quand on visualise, et le prochain, mais on voit où se trouve le cancer. Alors, si on peut voir où se trouve le cancer, maintenant, on peut lier des produits radioactifs à ces mêmes molécules qui nous permettent de les voir. C'est comme créer des missiles. Je peux aller à la prochaine. Et là, des fois, et là, c'est pour ne pas généraliser, des fois, on peut avoir des résultats assez spectaculaires où ce que des métastases qu'on voit avec ces imageries-là, on réussit à les viser avec ces nouveaux traitements. C'est sûr que c'est moins que 10% qui vont avoir une réponse spectaculaire. Mais quand ça arrive, c'est vraiment spectaculaire. Mais la moyenne des gens vont avoir un bénéfice dans l'ordre des autres traitements. Alors, c'est un ajout de ce qu'on peut offrir. Et actuellement, il y a des recherches avec des nouvelles molécules qu'on peut lier. Et on a ici plusieurs protocoles avec ces radioligands qu'on parle, de combiner l'imagerie avec la thérapie. Et on a des patients sous des protocoles, on a d'autres qui s'en viennent, parce que c'est une partie de l'avenir, c'est d'essayer de bien cibler le cancer, mais il y a des cancers qu'on ne peut pas cibler. Alors, ça va être encore des travaux pour faire des combinaisons, mais ça donne espoir. Et une des espoirs, c'est justement les biopsies liquidiennes, où ce qu'on peut analyser l'ADN des patients pour essayer de mieux comprendre le cancer et les métastases. Est-ce qu'ils ont des gènes particuliers? C'est là où on s'en va, d'essayer de plus en plus personnaliser. On a des protocoles actuellement qui visent différentes gènes, différentes altérations moléculaires, mais il faut les prouver que ça aide avant de dire que c'est disponible. Le docteur Amilou a très bien parlé au niveau du BRCA. Ça, c'est prouvé. Si on est porteur de ce gène-là, on a des médicaments qui peuvent aider, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus que le BRCA, parce que le BRCA, c'est moins que 10%, mais il y a 90% des patients qui ont peut-être d'autres gènes qui pourraient être ciblés, et la recherche continue là-dedans. Alors, si on veut conclure, c'est que le dépistage peut sauver des vies, mais la recherche continue pour savoir qui et comment traiter. Traitement de cancer localisé, le taux de guérison est plus que 90%. Alors, la majorité des patients peuvent être guéris. Il faut se rappeler de ça. Ce n'est pas le cancer du poumon ou le cancer du pancréas où les chiffres de guérison sont beaucoup plus basses. Le traitement pour le cancer avancé que le Dr Amilou a superbement résumé a vu des avancées spectaculaires. Alors, même malgré qu'elle est très jeune, elle a vu dans sa carrière un changement spectaculaire. Il y avait 2 ou 3 médicaments, maintenant on en a. Et c'est de travailler à comment les utiliser, quand les utiliser, et de continuer à personnaliser le plus possible. Et pour finir, je pense que les patients, les hommes atteints de cancer et leurs familles peuvent avoir de l'espoir pour le présent et pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Dr Amilou. On va passer à la deuxième partie, donc les questions du public et des gens qui ont posé des questions à l'inscription. Allô, allô? Ah, voilà. Alors, peut-être pour réchauffer un petit peu l'ambiance, on commence par une question qui a été envoyée durant l'inscription
Et nous avons 2 collègues à moi qui vont passer, vous avez juste à faire un petit signe, qui passeront dans les rangées pour vous donner le micro. Donc, première question peut-être pour nos deux docteurs et 2 chercheurs. Est-ce qu'il y a, on a compris avec vos présentations que le prendre le plus rapidement possible, le détecter le plus rapidement possible était quand même la meilleure des solutions. Mais est-ce qu'il y a des symptômes très précoces, ou peut-être moins précoces aussi, qu'on peut regarder ou sur lesquels on peut être à l'affût? Non. Aucun symptôme. Aucun symptôme. Il n'y a aucun symptôme spécifique pour un cancer qui est pris tôt. Dr. Amilou va voir des patients avec des symptômes, mais quand ils ont des symptômes de douleur reliés au cancer, c'est un peu tard. Par tard, on pourrait dire cancer avancé? Quand le cancer est métastatique, en fait, les patients peuvent venir pour des tableaux de douleur ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, les patients qui viennent avec des compressions médulaires, ou des fois, ça peut bloquer les reins. Donc, ça peut bloquer l'urine de bien se vidanger. Les patients vont arriver en insuffisance rénale. Il y a vraiment différentes façons de se présenter quand le cancer est métastatique. Mais quand il est localisé, effectivement, ça peut être complètement asymptomatique. Il ne faut pas attendre des symptômes. Si on est inquiet ou on veut être proactif, il faut se faire examiner, faire une prise de sang. Parce que d'attendre des symptômes, et ça, c'est un mythe. Le Dr. Amilou en diagnostique beaucoup. Mais quand c'est pris tôt, c'est très peu de cancers qui donnent des symptômes. Une petite question, oui. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut imaginer dans un futur rapproché que la chimiothérapie ne ferait plus partie des programmes pour traiter le cancer? Vous voulez m'enlever la chimiothérapie? Alors, elle fait partie de nos traitements maintenant. Est-ce qu'on peut imaginer... La science avance, comme vous voyez, en 10 ans, les choses ont complètement changé pour le cancer de la prostate, donc tout est possible. Mais maintenant, c'est un traitement qui fait encore partie des multiples traitements. Ce qu'on veut, en fait, c'est d'offrir le plus de traitements possible à nos patients. C'est comme ça qu'on les fait vivre plus longtemps. Plus on en a qui fonctionnent, qui attaquent le cancer de manière différente, mieux c'est pour les patients. Puis la chimio, elle ne joue pas de la même façon. Elle ne va pas jouer sur la testostérone, la voie des hormones. Elle va vraiment attaquer le cancer d'une autre façon. Donc, on veut vraiment venir l'attaquer de façon différente, comme le nouveau traitement, les radioligands aussi. On le sait que si on donne le même traitement à chaque fois, le cancer il est trop intelligent, il va pousser. Ouais. Il ne faut pas être trop négatif envers la chimiothérapie. Et ça, c'est un des problèmes. C'est que les patients arrivent déjà en disant « je ne veux pas de chimio ». Mais certaines des meilleures réponses qu'on a eues de plus longue durée étaient à cause de la chimio. Alors, il ne faut pas exclure d'emblée quelque chose par des mythes ou des croyances. C'est malheureux quand ça arrive. Et quand on parle de dépistage, à quelle fréquence on doit faire des examens, on doit regarder notre PSA, on doit faire un check-up, comme vous dites? Est-ce qu'on doit le faire souvent? À partir de quel âge? Généralement, ce n'est pas recommandé avant 50 ans, sauf si on a une histoire familiale ou d'autres facteurs de risque, comme plusieurs patients avec des cancers du sein ou cancer de la prostate, ou ce que là, peut-être on commence à 40 ans, mais généralement, 50 ans est un âge raisonnable de commencer à penser de se prendre en main et d'être proactif. Et une fois par année est amplement suffisant, même si c'est très bas le PSA, on pourrait passer à tous les 2 ou 3 ans, parce que le risque est très faible si le PSA est très faible. D'accord. Une question qui doit souvent revenir, et vous l'avez dit, c'est un cancer qui est de plus en plus fréquent parce que la population vieillit. Est-ce qu'il y a un âge limite pour la chirurgie? Est-ce qu'il y a un âge limite pour certains traitements? Est-ce qu'une personne de 75 ans se va offrir les mêmes options, notamment pour la chirurgie? Oui, c'est sûr qu'un cancer localisé, on va toujours regarder à quel point il est agressif et que si le temps que ça va prendre pour donner des problèmes est tellement long, mais on va se retenir à donner des problèmes dus à nos traitements qui sont pires que la maladie. C'est sûr que même à 90 ans, on va traiter quelqu'un qui a des métastases parce que la qualité de vie, la douleur, la souffrance, il n'y a pas d'âge limite. Mais pour la chirurgie, c'est les conséquences de la chirurgie par rapport à combien de temps on a à vivre. Alors, si on offre la chirurgie, on doit absolument regarder l'espérance de vie et la capacité de tolérer ce traitement-là. Oui, excusez-moi, docteur.
Vous avez parlé tout à l'heure de biopsie liquide. Et je voulais savoir, pensez-vous, d'ici combien de temps ça fera partie de l'arsenal de... En fait, la biopsie liquide, ce qu'on veut dire, c'est d'aller donc chercher l'ADN circulant. Donc, on sait que le cancer envoie des cellules, envoie de l'ADN qui se promène. Et ça nous permet de suivre, en fait, le cancer. Alors, c'est encore, pour les cancers de la prostate, c'est encore en essai clinique. Ça ne fait pas partie de nos standards. Ce n'est pas non plus pour le diagnostic. C'est vraiment une fois que le cancer est métastatique. Parce que quand le cancer est localisé, il n'envoie pas des cellules dans le corps, sinon on ne serait pas capable de le guérir par la chirurgie ou par la radiothérapie. C'est une fois qu'il est métastatique, qu'il y a des cellules et de l'ADN circulant, et on peut s'en servir pour le suivi. On peut s'en servir aussi, là je ne parle pas de biopsie liquide, j'élargis, pour aller chercher ces fameuses mutations. J'ai parlé de BRCA1, BRCA2, Dr Sad aussi en a parlé. Donc ça, on peut aller le chercher aussi par prise de sang. Alors, malheureusement, on n'a pas trouvé d'autre moyen que de piquer dans la prostate, si c'est votre question. Ça va peut-être s'en venir avec une imagerie de plus en plus précise. Mais c'est important parce que ce n'est pas juste de dire oui ou non, il y a un cancer. Le grade du cancer est très important pour nous aider à prendre la décision. On a une autre question? Oui, aux États-Unis, on n'a rien à envier aux États-Unis, OK? On va premièrement dire qu'eux autres ont des choses à apprendre de nous. Mais continuez. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, on a utilisé le PSA, semble-t-il, pour pratiquer à profusion des interventions qui peut-être n'étaient pas nécessaires. Ah, oui. Ce qui a créé une espèce de doute dans l'esprit de plusieurs personnes, dont moi-même, disant, finalement, est-ce que vraiment le PSA est aussi sûr que ça? Et comment vous arrangez pour procéder et faire en sorte qu'on ne tombe pas dans le même piège? Alors, vous voyez, on a enseigné beaucoup aux États-Unis. Ils commencent à se ralentir un peu. Ils se calment le pompon. Alors, vous avez tout à fait raison que le PSA a amené peut-être à des traitements à des gens qui n'avaient pas besoin. Le Canada a été chef de file de dire, oui, vous avez un cancer, mais on n'a pas toujours besoin de le traiter. Et on a les plus grosses études au monde qui a démontré qu'on peut, de façon sécuritaire, se retenir de traiter les gens qu'on diagnostique. Mais le PSA nous aide à détecter des cancers qui ont besoin d'être traités. Et les résonances magnétiques et les nouvelles imageries, maintenant, commencent à nous empêcher de faire des biopsies si on pense que vraiment le risque d'un cancer agressif est faible. Des fois, on peut se retenir. Alors, mais la science évolue. Et vous avez raison, ça fait partie du controverse de pourquoi on ne suggère pas un dépistage chez Jean Coutu à mettre 25 sous dans une machine et de donner une prise de sang. On n'est pas rendu là, c'était un cas par cas pour décider de faire un dépistage. Puis, si je peux juste rajouter, vous avez raison, monsieur, parce que Dr Sad a parlé du PSA au début, quand le cancer est localisé, une fois qu'on l'opère, qu'on l'enlève, puis quand le PSA se met à monter, ça vient nous mettre la puce à l'oreille, qu'il y a peut-être des cellules de cancer qui se promènent. Mais je vois les patients, et Dr Sad aussi, plus loin dans la trajectoire quand le cancer est métastatique, puis des fois, ils me disent « Ah, le PSA est haut, il n'a jamais été aussi haut, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Puis des fois, on ne change pas notre façon de faire. Ce n'est pas toujours le facteur le plus important, comme vous le dites. C'est vraiment les symptômes du patient aussi qui vont venir guider. C'est aussi les évolutions au scanner, les évolutions des métastases qui vont venir nous dire est-ce que ce traitement est plus efficace ou pas. Donc, ce n'est pas juste le chiffre. Vous parliez d'hérédité, notamment le gène BRCA, le cancer du sein qui peut être lié au cancer de la prostate. Est-ce qu'il y a d'autres cancers sur lesquels on devrait être alerte? Le cancer de la vessie, le cancer du rein dans notre historique? Alors, le cancer de la prostate, une petite partie des cancers de la prostate sont héréditaires. Ce n'est pas la très grande majorité des cancers qui le sont. Et pour l'instant, les deux gènes les plus importants et pertinents sur lesquels on peut agir, on peut donner des traitements, c'est les gènes BRCA1 et BRCA2 qui sont associés au cancer de la prostate, au cancer du sein, des ovaires, du pancréas, entre autres. Donc, si on trouve une mutation du BRCA chez un patient, dépendamment de la situation dans laquelle il se trouve, ça peut lui donner accès à un traitement. Et souvent, on va conseiller le patient de faire un dépistage pour sa famille aussi. Donc, la famille va être dirigée. Le patient va être dirigé en médecine génique pour rencontrer nos collègues en médecine génétique et d'offrir un dépistage à la famille. D'accord. On a une question, oui, dans le fond. Bon, d'abord, merci pour vos présentations respectives. J'ai deux questions. La première est reliée à la classe de médicaments. Est-ce que parmi les ETIA, Erleada, etc., est-ce qu'il y a des études head-to-head qui permettent de distinguer qu'une de ces molécules-là est peut-être plus avantageuse par rapport à une autre?
et comment vous faites pour choisir la molécule qui convient au patient? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, ça revient à la génomique, vous venez d'en parler. On sait que le BRCA1, BRCA2, c'est moins de 10 %. Et Dr. Saad, vous avez parlé qu'éventuellement, bon, on s'en allait dans ce sens-là. Mais les listes d'attente sont de 2 à 3 ans, en fait, pour avoir des tests génétiques, pour voir si on a des mutations. Comment vous envisagez le futur? Parce que c'est définitivement le futur, mais avec un manque flagrant de généticiens et des listes d'attente qui sont très, très longues. Comment vous anticipez voir, en fait, l'évolution de ce domaine-là dans le dépistage du cancer de la prostate et des traitements? Alors, je vais prendre la première, je vais laisser le Dr. Amilou prendre la deuxième. Il n'y a pas d'études qui comparent un versus l'autre médicament parce qu'ils se ressemblent trop. Ça prendrait des milliers de patients pour probablement dire qu'il n'y a pas de différence en termes d'efficacité. Ou ce qui peut avoir des différences, des fois, c'est au point de vue effet secondaire. Et c'est là où, des fois, ça va nous faire décider de choisir un par rapport à l'autre. Et selon la condition du patient, les médicaments qu'il prend, des fois, vont nous dire celui-là, il y a plus d'interaction avec d'autres médicaments que l'autre. Alors, ça va nous encourager de choisir un par rapport à l'autre. Mais heureusement, on a plusieurs choix qui sont tous efficaces de façon relativement égale selon toutes les études. Alors, votre deuxième question, c'est une question très importante sur laquelle, justement, on a travaillé beaucoup dans les dernières années. Parce que le BRCA1 et 2, ça fait longtemps qu'on sait que ça existe, mais on n'avait pas de traitement, en fait. Et une fois que le traitement a été mis en place, ben là, on voulait justement accélérer puis donner accès aux patients à ce dépistage-là. Et la manière qu'on a trouvée, en fait, c'est d'aller vraiment chercher la mutation au niveau du tissu lui-même, de la prostate. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire une prise de sang ou de voir nos collègues en médecine génétique dès le début. Bien sûr, ils vont faire partie éventuellement du plan de traitement, mais on peut aller chercher la mutation directement sur la prostate qui a été biopsiée ou qui a été enlevée il y a quelques années, ou des fois, on va aller faire une biopsie sur une métastase, un petit ganglion, puis on va aller analyser le tissu lui-même. Si on trouve la mutation là, c'est assez, on n'a pas besoin d'aller chercher dans le sang. Si on ne la trouve pas, on peut toujours avoir recours à nos collègues en médecine génétique pour aller faire une prise de sang. Et c'est là aussi, pour revenir au commentaire de monsieur, très bientôt, en fait, on va pouvoir aussi aller chercher la mutation de BRCA directement par prise de sang. Donc, grâce à cet ADN circulant qui circule dans le corps du patient. Juste pour vous rassurer, c'est plus 2 à 3 ans. Si c'est pour un patient chez qui on doit décider un traitement, c'est en quelques semaines. Alors, quand c'est pour prendre une décision, si c'est pour faire des tests génétiques parce qu'on est inquiet dans la famille et qu'on n'a pas de cancer actuellement qui a besoin d'un traitement, oui, ça va être une couple d'années. Mais actuellement, Dr. Amilou est capable d'avoir les tests à l'intérieur de quelques semaines quand ça peut aider à choisir le traitement. Le temps file. On a le temps pour une autre dernière question. Okay. Merci. Vous avez touché brièvement la notion du traitement triple, c'est-à-dire chimio, hormonothérapie et traitement par voie buccale. Pourriez-vous développer, est-ce que ce régime à 3 pans est assez actif actuellement? On a plutôt l'impression qu'au maximum, c'est le double traitement plutôt que le triple traitement. Donc, je pense, si je comprends bien votre question, monsieur, c'est quand j'ai parlé du fameux triplé, là, donc est-ce qu'on va combiner l'hormonothérapie, la chimiothérapie et des nouvelles hormonothérapies par la bouche. C'est un traitement standard qu'on offre à nos patients quand ils sont dans cette situation de cancer de prostate métastatique qu'on appelle à haut volume, donc des gens qui ont un nombre de métastases qui est plus élevé ou des gens qui ont des métastases qui malheureusement sont allés dans des organes vitaux, donc qui sont sortis des os, par exemple, dans le foie. Donc, c'est un traitement qui a vraiment démontré ses preuves pour améliorer la survie de ces patients-là. Alors, c'est sûr qu'on a plus d'effets secondaires. La chimiothérapie est pendant les 4 premiers mois et ensuite, les patients continuent avec les pilules par la suite. Merci beaucoup à vous tous pour vos questions. Je crois qu'on peut retenir que la science évolue à une vitesse exponentielle. Et vos lignes du temps nous l'ont montré. On voit qu'il y a de plus en plus d'options. Mais je crois aussi que c'est très important de poser toutes vos questions à vos oncologues, à votre équipe soignante, pour pouvoir
aussi être rassurés. Je crois que c'était un message aussi très rassurant ce soir qu'on a eu de nos deux docteurs. Très vite, avant de terminer, j'aimerais remercier nos commanditaires de la soirée, AbbVie, Astellas, Bayer, Tolmar, AstraZeneca et Janssen, évidemment l'équipe du CHUM, l'équipe de l'Institut du cancer, évidemment, qui est dans la salle, à Madame Lise Pédigrou, qui fait partie de la directrice générale de la Fondation Virage, et évidemment à Dr Sad et à Dr Amilou. Merci beaucoup et j'espère que vous avez passé une bonne soirée.